les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Rentrée, la Macronie contre-attaque, hausse d'impôts et Bruno Jeudi, arme fatale contre le JDD. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de me consacrer essentiellement à la réinformation. Aujourd'hui sont à l'honneur Agnachine, Jean Merle et Vélivol. Merci à eux du fond du cœur et je tenais aussi à vous remercier pour tous vos gentils messages, les pouces levés et la diffusion massive sur d'autres réseaux sociaux. Allez, vous l'attendez tous, la carte météo de ce lundi 21 août. Eh bien, on constate que la chaleur s'est installée dans le sud et dans une grande partie de l'est. Dans le nord, les températures sont en effet estivales. Mais vous connaissez le discours sur les plateaux de télévision, c'est catastrophique. On n'a jamais connu ça. C'est extraordinaire, c'est le réchauffement climatique. Allez, on va rafraîchir la mémoire de tous ces gens. Nous étions en 1983 et nous avions des températures qui étaient bien plus élevées que celles que nous connaissons aujourd'hui. Ce 29 juillet 1983, il y avait des 42 degrés sur Saint-Raphaël, des 38 de 39 dans tout l'est du pays. Mais à l'époque, les climatologues ne trouvaient strictement rien à redire. Cela s'appelait un été. De temps en temps, il faut rafraîchir la mémoire des réchauffistes. Et puis, on leur conseille à ces réchauffistes de profiter de ces belles températures parce que la semaine prochaine, ils ne pourront plus appeler au catastrophisme. En effet, le vendredi 25 août, on attend de la pluie et pour le week-end du 26 et du 27, un temps automnal. Donc, ils en profitent. Mais comment se fait-il qu'il y ait autant d'alarmistes sur les plateaux de télévision? Eh bien, c'est notre ami Elpis qui nous l'explique. Le consensus sur une soi-disant crise climatique est fabriqué par un vaste complexe d'alarmisme financé par les gouvernements. Pour être financé, il faut faire des déclarations alarmistes. Si vous voulez progresser dans votre carrière, il n'y avait qu'une seule voie à suivre. Il reste néanmoins des chercheurs qui ont du libre arbitre. Mais voilà, ils se heurtent à des portes fermées, ils sont qualifiés par leurs collègues de négationnistes, et le pire, c'est que souvent leurs universités leur coupent leur budget de recherche. Et pourquoi? Parce qu'ils vont à l'encontre du narratif qui est imposé par le World Economic Forum ou par le pouvoir dominant. Voyez par exemple ce qui s'est passé avec l'université américaine et le wokisme. Ceux qui braillaient le plus d'âneries, ceux qui mélangeaient tous ces concepts, qui en faisaient une sorte de gloubi-boulga wokiste, recevaient des budgets, recevaient des honneurs, tandis que les autres étaient mis petit à petit sur le côté. C'est pour cette raison que l'université américaine a sombré dans le wokisme. Mais vous pouvez prendre d'autres sujets, la guerre en Ukraine. Regardez LCU, celui qui dira la plus grosse bêtise, eh bien c'est celui qu'on entendra chez Pujadas dans son émission. Vous pouvez aussi prendre les journalistes sur certains sujets. Plus ils racontent des sottises, plus ils ont les honneurs des plateaux de télévision. Mais voilà, à un moment donné, le réel se venge, le réel reprend le dessus. Tenez, on va donner un exemple. Hawaï, on vous a expliqué que c'était le réchauffement climatique, et là, la presse aux ordres même est obligée de reconnaître certains faits. New York Post, le responsable de l'eau d'Hawaï, a empêché pendant 5 heures l'accès à l'eau pendant que les incendies faisaient rage. Cela explique le désastre. Nommé par le camp du bien Obama, l'eau est pour lui un outil de justice sociale. Quand vous nommez ce type de personnage à un tel niveau de responsabilité, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des catastrophes par la suite. Le réel prend sa revanche sur les idéologues et sur le wokisme. Et puis, je vous avais aussi dit que les États-Unis n'investissent plus suffisamment dans leurs infrastructures et qu'on allait vers des catastrophes. Eh bien, c'est ce qui semble être arrivé également dans l'île d'Hawaï. Hawaï, ce n'est pas le réchauffement climatique qui est responsable des incendies meurtriers, mais le mauvais entretien des lignes électriques par la compagnie privée PGE. En effet, quand vous privatisez ce type de services qui devraient être des services publics, eh bien, les compagnies sont là pour faire des bénéfices, elles ne sont pas là pour servir les usagers. Et lorsque vous ajoutez la troisième dimension, c'est-à-dire la spéculation immobilière à Hawaï,
Eh bien, vous avez un cocktail qui explique largement le bilan des 114 morts. Et en France, au niveau de l'électricité, comment cela se passe-t-il? Voilà ce que nous présente Europhobe. Tout était si simple avant la libéralisation du marché de l'énergie. EDF vendait son électricité à un prix raisonnable et rapportait de précieux dividendes à l'État qui pouvait ainsi financer la construction et l'entretien des centrales. Les européistes ont tout foutu en l'air. Ce discours souverainiste n'était évidemment tenu qu'entre nous. Or, ô stupeur, sur tous les plateaux de télévision, il est repris en boucle. Il faut quitter l'arène, c'est-à-dire le marché européen de l'électricité, qui ruine la France, qui ruine notre compétitivité. Voilà que les plus libéraux se mettent à avoir des accents gaullistes. Eh oui, c'est toujours la revanche du réel. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse parce qu'il y a 2-3 numéros, j'avais montré que les éoliennes jouaient sur votre facture d'électricité, jouaient sur votre pouvoir d'achat. Et certains m'ont dit non, c'est essentiellement le marché européen de l'électricité. Alors, je tiens à signaler quelque chose. C'est pas parce que je donne une information à un moment donné qu'elle annule une autre. Au contraire, les choses s'additionnent. C'est le marché européen de l'électricité et les investissements qui ont été menés dans l'éolien qui explique la catastrophe dans laquelle nous sommes. Oui, les choses ne s'annulent pas, elles s'additionnent. Alors, face à cette catastrophe, que va faire le pouvoir? Oh, ce n'est pas bien compliqué. Ils vont augmenter les impôts. Budget 2024, l'exécutif prépare une potion amère pour les Français. Croyez-vous qu'Emmanuel Macron tiendra sa promesse de ne pas augmenter les impôts? Eh bien, les Français sont majoritairement très pessimistes à plus de 80%. Mais comment les Français pourraient-ils être optimistes avec ce gouvernement qui ne respecte jamais sa parole? Et puis on se souvient que Gabriel Attal avait annoncé un budget de rigueur, de l'austérité et une augmentation des impôts en juillet. Le journal Capital nous donne quelques pistes sur les futures taxes qui nous attendent et c'est Mike qui en fait le détail. 2024, le régime macroniste prépare des hausses d'impôts et taxes sur les ménages et petites entreprises comme jamais depuis 40 ans. Ça représentera au moins 8 milliards d'euros. Liste des impôts et taxes qui augmentera. Taxe foncière, taxation des autoroutes et aéroports, taxe sur les billets d'avion, taxe éco-contribution, taxe sur le gazole, nos routiers pour le BTP et l'agriculture, taxe sur l'alcool, d'autres augmentations ou de création d'impôts et taxes arrivent. On n'a pas encore les arbitrages. Pourtant, les services publics sont de pire en pire. Où va notre argent ? Tiens, mais les recettes fiscales, elles n'étaient pas trop mauvaises, il me semble, en 2022. Recettes publiques en 2022, un record de 759 milliards d'euros. Et c'est presque 50 milliards de recettes supplémentaires pour l'État. Quel est l'impôt qui a contribué le plus à ce record? C'est la TVA. Lorsqu'il y a une inflation importante, eh bien, les recettes de TVA s'envolent. Ce serait plutôt une bonne nouvelle d'avoir de nombreuses recettes fiscales supplémentaires. Cela permettrait d'investir dans les infrastructures ou faire une meilleure répartition des richesses. On pourrait investir dans les hôpitaux, dans la justice, dans l'école, dans les ponts, etc. Ah non, le gouvernement a des priorités. Vous les connaissez, rembourser la dette par exemple. Et lorsqu'on s'appelle Emmanuel Macron le Mozart de la faillite, on a emprunté à des taux variables. Cela nous coûte de plus en plus cher. Ça annule, dans une certaine mesure, les recettes fiscales supplémentaires. Il faut également financer la guerre en Ukraine. Il faut également financer l'accueil des immigrés illégaux. Et puis, ce que j'appellerais les recettes scooters des mers. C'est tout ce qui tourne autour de la politique d'Emmanuel Macron. Dans ce que j'appelle les dépenses jet ski, il y a évidemment l'heure de baignade à 60 000 euros, les jets privés qui coûtent une fortune aux contribuables français. Mais il y a aussi le coût des cabinets de conseil. Oui, des milliards qui ont été dépensés. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il fait appel à des cabinets de conseil? Pour sa sécurité personnelle. Avec un haut fonctionnaire, vous aviez toujours un risque d'une fuite dans le canard enchaîné. Avec McKinsey, c'est cadenassé.
La raison principale de l'utilisation de ces cabinets de conseil américains, c'est que cela conserve le secret, et notamment pour le Covid. Nous sommes sous le sceau du secret défense. Il n'y aura pas de fuite. Et Emmanuel Macron utilise ces subterfuges avec l'argent du contribuable français. Et pour quel résultat l'utilisation de ces cabinets de conseil, de cet argent, ce pognon de dingue jeté par la fenêtre? Eh bien, il suffit de se rendre sur la place de l'Hôtel de Ville pour bien comprendre. On veut un logement. Des migrants établissent un campement devant l'Hôtel de Ville à Paris. Depuis près de 3 semaines, une cinquantaine de migrants dorment sur des cartons dans l'attente d'un toit. La place de l'Hôtel de Ville est transformée en bidonville. Et ce qu'il y a de tout à fait stupéfiant, parce qu'aucun autre pays n'accepterait cela, c'est que ces migrants illégaux exigent des logements. Ces logements vont être financés par qui? Par le contribuable français à qui on va dire on va augmenter vos impôts. La France, comme l'avait dit autrefois un homme politique, ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et quand nous l'accueillons, nous nous retrouvons face à ces situations ubuesques. Ces 2 voleurs algériens sont abasourdis par le laxisme de la justice. Si c'était en Algérie, on serait en prison, on nous taperait. Ici en France, il y a des droits pour les voleurs, il y a tous les droits. La justice est avant tout une affaire culturelle, manifestement. La justice n'est pas rendue. Quel est le coût humain et financier de cette justice laxiste? J'ai fait un numéro précédemment, le coût humain est épouvantable. Alors, la France s'appauvrit, mais il y en a quelques-uns qui échappent à l'impôt par des subterfuges. C'est ce que nous rappelle Idriss. Mais en art contemporain, objet sans valeur créé par des gens sans talent et vendu par des gens sans scrupules à des gens sans culture, mais offrant la forme la plus prestigieuse et légale du blanchiment de fraude fiscale. Dans la France d'Emmanuel Macron, il n'y a que les classes moyennes et les classes moyennes supérieures qui sont matraquées par la pression fiscale. Il est vrai que le peuple français paie des impôts à l'aide de la TVA, et vous avez vu d'ailleurs le record cette année. Par contre, les très très riches, les milliardaires, eux, échappent à la pression fiscale. Comment font-ils? Eh bien, Idriss Aberkan vous a donné une petite idée. Ils investissent dans l'art contemporain, même s'il y a d'autres éléments pour échapper au fisc français. La France d'Emmanuel Macron est un monde profondément injuste. Vous savez qu'Emmanuel Macron ne peut se maintenir au pouvoir qu'à l'aide de la presse aux ordres. Depuis la perte du JDD, les macronistes sont très inquiets. Ils font même un blocus. Ils empêchent les macronistes d'être interviewés dans ce journal. Mais voilà, certains ne respectent pas ce blocus, comme Carl Olive, auteur d'une tribune dans le JDD. Peut-être qu'il sera sanctionné. La chasse aux sorcières continue. Le député macroniste Carl Olive pourrait être sanctionné par son groupe parce qu'il ose signer une tribune dans le JDD. À quand la peine de mort politique? Geoffroy Lejeune s'en amuse. Sylvain Maillard, qui est un député macroniste, j'ai été informé par un député de mon groupe que des échanges avaient eu lieu avec le JDD pour la publication d'une tribune, alors que ce journal n'apporte toujours pas la garantie nécessaire de pluralité que notre groupe attend. Cette participation n'engage en aucun cas les macronistes. Je vous ai connu moins sectaire. Nous donnons la parole à tout le monde. Cela s'appelle le pluralisme. Libre à vous de ne pas participer. Mais interdire à vos députés de parler dans le JDD, ça s'appelle l'URSS. La réponse de Geoffroy Lejeune est cinglante. Et puis, elle montre surtout quelque chose. Comment vous pouvez accuser un journal de ne pas être pluraliste alors que vous le boycottez? C'est un peu le serpent qui se mord la queue quand même. Il se moque de nous. D'autant plus qu'ils ont décidé de faire concurrence au JDD. Il y a un journal qui va apparaître donc le dimanche en octobre. La Tribune Dimanche, futur concurrent du JDD, paraîtra le 8 octobre et le directeur de rédaction se nomme Bruno Jeudi. Alors ça m'a beaucoup amusé parce que Bruno Jeudi est certainement le journaliste le plus aux ordres de la Macronie. Pourtant, il y a de la concurrence. Dire que ce nouvel hebdomadaire d'information généraliste sera sans couleur politique est la plus grosse blague du jour. Avec Bruno Jeudi comme directeur, non, on a l'impression véritablement qu'il se moque du monde. Allez, on va quand même rappeler un tweet de Bruno Jeudi qui est collector, j'en avais parlé il y a quelques semaines.
Bruno Jeudi, ni carton rouge ni casserole au Stade de France pour la présentation des équipes de Toulouse et La Rochelle à Emmanuel Macron. En effet, personne n'avait appelé à sortir des casseroles ou carton rouge pendant la finale du top 14. En revanche, Macron a été accueilli par de copieux et bruyants sifflets. Bruno Jeudi ou la misère du journalisme de cours, prêt à raconter n'importe quoi pour plaire au pouvoir. Et c'est donc ce directeur qui nous explique qu'il ne sera pas inféodé à un parti. Oui, il se moque de nous. En tous les cas, on va peut-être ouvrir une cagnotte Tipeee pour Bruno Jeudi, puisqu'il a des problèmes auditifs. On va lui offrir un sonotone. Allez, sans transition, nous allons passer à la page internationale. On va revenir sur l'article de Libération que je vous avais présenté hier. Contre-offensive ukrainienne, le constat qui devrait être fait, c'est qu'il faut arrêter. Ce triomphe du réel a mis du temps, puisque la contre-offensive a été en échec dès juin 2023. Ce sont les analystes militaires qui ont donné les raisons de cet échec début juillet 2023. On se rappelle qu'à Vilnius, les choses étaient déjà pliées, le 11 juillet, sommet de l'OTAN. Puis, petit à petit, des grands journalistes anglo-saxons ont fini par donner ces nouvelles à leurs lecteurs pour enfin être à la une de journaux français. C'est dire si nous sommes en retard par rapport à la réalité. Mais voilà, certains journaux continuent de faire la propagande ukrainienne. Et j'ai presque envie de dire, non pas la propagande de guerre, mais la propagande de Zelensky. Guerre en Ukraine, Zelensky se félicite de la livraison promise de 61 avions F-16. Cette nouvelle ne changera rien au cours de la guerre, pour des raisons simples, c'est que ces avions ne seront livrés que dans 6 mois, il faut la formation des pilotes, et même s'il y avait 61 avions F-16, que peuvent-ils faire face à l'armada russe? Tous les experts semblent d'accord. Non, c'est Zelensky qui avait besoin d'être en photographie pour apparaître aux yeux de son peuple comme ayant gagné enfin quelque chose. Ce n'est que de la communication intérieure à l'Ukraine. Qu'est-ce que cela fait à la une du Figaro? Et puis même, est-ce que vraiment ils en sont encore à ce narratif qu'il y aurait une arme qui pourrait changer le cours de la guerre, après nous avoir fait le coup des Bradley, des Léopards, des Césars et compagnie? Il faudrait peut-être que certains journalistes regardent la réalité telle qu'elle est. Alors on va rendre grâce à France Inter. Eux, ils n'ont pas 3 mois de retard, ils ont 4 ans de retard. Oui, États-Unis, l'enquête contre Hunter Biden s'accélère et pourrait gêner la présidence de son père. L'affaire Hunter Biden était déjà connue avant l'élection de son père. France Info a mis 3 ans pour en parler. L'affaire Hunter Biden, c'était complotiste il y a encore 6 mois. Ce matin, c'est enfin sur France Info. Et bientôt, ils vous diront que c'est en fait une affaire Biden au sens large, comme quoi il ne faut jamais lâcher. Il y a peut-être une question que vous vous posez, mais pourquoi France Inter évoque enfin le cas Hunter Biden? Eh bien, la réponse est simple. Je vous ai donné la réponse hier. C'est que Hunter Biden, en tout cas le scandale Hunter Biden, est enfin traité par la presse démocrate. Si une information n'est pas traitée par la presse démocrate, France Info refuse de vous la fournir. Cela vous donne une idée du suivisme de la presse aux ordres en France. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la soutenir, à la diffuser sur vos réseaux sociaux, de lever les gentils pouces, les gentils messages, lever les petits pouces. Et je vous souhaite un excellent lundi. Au revoir.